Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, Le Monde tremble, mais il n'est pas question de risque d'attentat. Un mot revient partout en une. Libération, crack, la grande menace de Chine. Le Figaro, le crack chinois affole les bourses mondiales. L'Opinion, qui se souvient du fameux « la croissance, elle est là », vous savez, l'approximation grammaticale et économique de François Hollande. L'Opinion, donc, lance le crack, il est là. L'Humanité, la Chine tous, les marchés financiers vacillent. Les Échos, bourse, la débâcle. Et le Parisien, crise boursière, 2001, 2008, 2015. Faut-il s'inquiéter ? Crack, crise boursière, crash, boom, il y en a partout ce matin. Ah oui, puis alors visiblement, la presse a dépassé le stade de la simple inquiétude. Ça pourrait ressembler à une panique. Les unes de tous les quotidiens nationaux, une bonne partie des éditos de la presse régionale, et puis ce mot qui revient en boucle, lundi noir. Même si le site slate.fr nous apprend que l'expression n'est absolument pas née dans l'univers boursier, mais pour désigner le massacre de colons anglais par des tribus gaéliques irlandaises en 1209. Bon, quand même, les lundis noirs financiers, eux, commencent à se répéter avec une inquiétante régularité. La vieille revanche de l'économie réelle sur les faiseurs d'illusions, nous dit Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Dans Libération, Laurent Geoffrin nous explique que Pierre Larouturou, émule de Michel Rocard, qui pointait du doigt depuis quelques années le développement chinois, sa croissance à 2 chiffres, sa dangereuse politique de surinvestissement, avait finalement raison, à rebours de ceux qu'il appelle les docteurs tant mieux de la mondialisation heureuse. Bon, il y en avait beaucoup d'autres, des mauvais coucheurs, mais ils étaient accusés de vouloir le repli contre la belle ouverture des marchés. Incorrigible, titre Le Parisien pour évoquer ces cycles du capitalisme et l'euphorie de ces investisseurs qui semblent oublier les leçons du passé à force de ne songer qu'à leurs gains immédiats. À ce jeu-là, c'est toute la logique du capitalisme financier qu'il faudrait remettre en cause. Toute la logique de la destruction-consommation. Cette logique à l'œuvre, par exemple, dans ce nouveau fleuron de la modernité que nous présente un très intéressant article de Libé, La culture en aéroponie. Alors, traduction de gigantesques fermes industrielles permettant de produire des légumes sans eau, sans terre et sans soleil. Et sans goût ? Justement, alors le tout est appuyé sur des calculs d'algorithmes de croissance des plantes et surtout, la boîte qui produit ça a bien sûr trouvé un chef pour dire que c'est génial, que c'est délicieux. En fait, quand les sols et les climats seront définitivement détruits, on pourra user de l'énergie pour continuer à surproduire. Pas de leçon du passé quand il y a des gains immédiats. Certains diront que c'est un dérapage et c'est pas forcément le seul dans la presse ce matin. Ah oui, parce que comme il est un peu compliqué de remettre en cause tout un système économique, mieux vaut se concentrer en fait sur les petites guerres picropocolines, c'est plus simple, donc la traque au dérapage. Alors il faut lire le compte-rendu des propos tenus hier sur cette antenne, chez Jean-Pierre Elkabbach par Alain Vidalis, le ministre des Transports, compte-rendu dans Libération et dans le Figaro, c'est pas exactement le même ton. Parlant des fouilles aléatoires pour prévenir les attentats, le ministre balayait les possibles accusations de discrimination au nom de l'efficacité. Propos suspects, s'alarme Libé, reprenant le porte-parole du PCF pour qui il ne parle plus au nom de la République. Alors dans le Figaro, c'est différent. Laurence de Charette s'interroge. Étrange système que le nôtre, écrit-elle, qui détecte plutôt bien les terroristes potentiels, mais qui, pour satisfaire au dogme absolu de la libre circulation des personnes, les laisse libres d'aller et venir sans le moindre contrôle à travers l'Europe sans frontières de Schengen. Mais Alain Vidalis n'est pas le seul coupable de dérapage ce matin. Libération épingle aussi l'économiste Jacques Sapir, grand contempteur de l'euro, et coupable d'avoir prédit à terme un dialogue, pense-t-il, inévitable entre tous les souverainistes, donc de l'extrême gauche, au Front National. Une occasion pour Libé d'ailleurs de taper aussi sur Jean-Luc Mélenchon qui déclarait ces derniers jours « Entre la souveraineté nationale et l'euro, je choisis la souveraineté nationale ». Alors il faut lire la réponse de Jacques Sapir sur le site Causeur, qui lui reproche d'ailleurs non seulement une maladresse, mais en fait une erreur stratégique. Parce que derrière ce débat, il y a l'évolution idéologique du FN et ses clivages internes, notamment pointés ce matin dans Le Monde. Il y a la question de la souveraineté des peuples face à la financiarisation de l'économie. Bref, il y a l'avenir de l'Europe et de la démocratie. Vous évoquez Le Monde, on y reste avec un très beau portrait d'un homme dont on parlait ce matin avec Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO à 7h45. Bien sûr, et ça semble très loin de nos guerres insignifiantes. C'est un portrait donc dans Le Monde, mais en littérature, on appelle ça un tombeau. Un hommage à Khaled El-Assad, l'ancien directeur des Antiquités du site de Palmyre, assassiné il y a un mois par les fous de l'État islamique. Il est question depuis quelques jours du courage de ces Américains qui ont évité une tuerie dans le Thalys, mais il faut surtout saluer le courage de cet homme qui a refusé d'abandonner le site qui incarnait pour lui la diversité culturelle de son pays et le patrimoine commun
de tous les Syriens. Lui menait véritablement, à sa façon, une guerre de civilisation contre les barbares. Vous n'auriez pas un peu plus léger pour terminer, non ? Bon, oui, on va se changer les idées. Alors pour ça, on va ouvrir le magazine Society. En cette période de fin d'été, il y est question, alors non pas des nouveaux programmes de maternelle, comme dans d'autres journaux, mais des profs. Et pas n'importe lesquels, ces politiques qui ont été profs. Jean-Claude Gaudin, qui se voyait déjà partir vers d'autres horizons, il rêvait déjà de politique. François Bayrou, qui était amoureux des chocolatines, qui était parfois débordé visiblement. Vincent Payon, déjà dandy et adepte des discussions de bar à la fin des cours, pour convaincre des élèves que la philo visiblement ennuyait à mourir, ou Jean-Luc Mélenchon, en pion très impliqué et surtout très calme, je vous jure. Mais avant la rentrée, il y a les retours de vacances. Alors une pensée émue pour tous ceux qui vont passer des heures dans les embouteillages, et Society leur a trouvé une occupation. Regardez les œuvres d'art qui font le charme des autoroutes françaises, qui sont les restes en fait de l'époque où on voulait mettre l'art dans la rue. 600 000 francs tout de même, par exemple, pour le poulet de Bresse en tube métallique de 20 mètres de haut sur l'A39. Puis alors, il y a le dragon sur l'A8, près de Fréjus, dont l'artiste dit lui-même « On fait tous des conneries, mais là, c'est pas seulement de ma faute. J'ai fait cette sculpture parce qu'il faut bien vivre et j'ai reçu des lettres d'insultes. Les gens trouvaient ça horrible et qu'on voyait que ça. Alors que c'est faux, il est trop petit, le dragon, puisqu'ils ont été pingres sur le budget. » Il y a aussi des Vikings sur l'A13, on comprend rien. Voilà, on ne comprend rigoureusement rien, mais ça, c'est en fait le trait saillant de toutes ces œuvres d'art. Puis il y a les bunkers. Alors vous voyez la photo bunker façon mur de l'Atlantique. En fait, c'est censé symboliser les chevaliers cathares. C'est près de Narbonne. Et comme l'artiste est très pointilleux, ça a failli coûter un duel à Francis Cabrel qui avait exprimé sa consternation. En fait, la privatisation du réseau autoroutier en 1990 a mis fin, c'est dommage, au 1% artistique. Maintenant, l'argent du contribuable va directement dans les caisses des sociétés d'autoroutes. Ça s'appelle le capitalisme décomplexé. Vous savez, celui qui se casse la figure en bourse. La revue de presse de Natacha Polony qui lit les lignes et entre les lignes tous les matins sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.